Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans les titres de ce mercredi 20 janvier, quand la technologie menace l'emploi, plusieurs dizaines de postes devraient être supprimés au CHU de Tours dans les années qui viennent. Explication dans ce journal. 20 000 oiseaux d'eau installés en Touraine chaque hiver et un véritable défi pour les bénévoles de la Ligue de la protection des oiseaux qui surveillent leur évolution. Nous avons suivi l'un d'entre eux. Jouer comme les grands, un rêve pour bon nombre d'enfants dans les clubs de foot, un rêve devenu réalité grâce à une initiative du TFC qui est allée à la rencontre des clubs amateurs du département. Et on commence avec cette affaire à Blois. La mosquée située rue de la Mare a été taguée. Des inscriptions à caractère raciste et islamophobe qui soulèvent l'indignation, notamment celle du Maville. Dans un communiqué, Marc Grécourt condamne ces actes de vandalisme et déplore l'augmentation du nombre d'agressions de ce type en France. Des actes anti-musulmans qui, d'après le ministre de l'Intérieur, ont fortement augmenté en France en 2015. Plus de 400 ont été recensés sur l'ensemble de la France. Les actes antisémites ont eux baissé de 5%. Quand la technologie menace l'emploi, exemple au CHRU de Tours, l'hôpital souhaite moderniser son secrétariat médical. C'est l'un de ses grands projets. Il s'agit notamment de permettre aux patients de prendre rendez-vous via Internet ou d'utiliser un logiciel de reconnaissance vocale pour l'élaboration des comptes rendus des médecins, par exemple. Pour la direction du CHRU, cette vaste restructuration a pour but d'améliorer la prise en charge des patients et de faire gagner du temps aux salariés. Les syndicats y voient une façon déguisée de supprimer des emplois, puisque cette évolution va entraîner la disparition de 150 postes de secrétaire médical d'ici 2 ans. Reportage Amanda Breuer-Rivera. Un bilan biologique mensuel. Point. Je prévois de le revoir en consultation en avril prochain pour évaluer l'efficacité du traitement. Ce dermatologue utilise la reconnaissance vocale de son ordinateur pour rédiger son courrier médical. Une nouvelle technologie mise en place à titre d'essai dans ce service depuis 2 ans. Fini le temps d'édicter aux cassettes magnétiques. Les secrétaires médicales vérifient aujourd'hui l'orthographe et la mise en page avant d'envoyer le courrier. Une évolution du métier bienvenue. On n'a trouvé que du positif à avoir ce logiciel. Gain de temps dans l'envoi des courriers. Les médecins qui sont adresseurs des patients ont des informations sous 8 jours des consultations de leurs patients. Avant sa mise en place, un courrier pouvait être envoyé 2 mois après consultation. Maintenant, il est expédié sous 8 jours. Un gain de temps qui permet d'être davantage à l'accueil des patients. Pourtant, ce projet de modernisation ne fait pas l'unanimité. L'usage de ces technologies ne fait pas débat, mais certains syndicats se méfient des intentions de la direction. On nous dit qu'on va supprimer 150 postes, on se demande comment. On part déjà d'un déficit au départ. Donc il y a des secteurs qui sont en crise complète. On n'arrive même pas à avoir des remplacements quand une fille est malade. Après avoir annoncé une estimation d'une réduction de 30% des postes, la direction réfute d'avoir un objectif chiffré. Elle veut dans un premier temps installer ces technologies avant de redéployer les effectifs selon les besoins. Nous avons imaginé que si au terme de la restructuration des secrétariats médicaux, il devait y avoir des suppressions d'emplois, il serait possible de ne pas remplacer les départs à la retraite de l'ensemble de la catégorie administrative, ce qui laisse un volant de manœuvre plus important, et de ne pas renouveler les contrats à durée déterminée, qui sont des agents de remplacement qui sont présents sur l'établissement depuis un faible nombre de mois. La direction des hôpitaux a investi 1,5 million d'euros pour financer la mise en place d'un site internet de rendez-vous médical, un système de rappel de rendez-vous par SMS ou la numérisation des enregistrements vocaux. La fin de la restructuration des secrétariats médicaux est prévue pour 2018. Patience pour l'école de commerce Tours-Poitiers. La vente de l'ESSEM devait avoir lieu hier avec l'annonce officielle de son repreneur. Mais il faudra attendre encore 1 semaine. La signature de l'acte officiel de cession est reportée pour des raisons juridiques. 2 noms de repreneurs avaient été annoncés, le groupe Subdeco La Rochelle et le réseau privé des grandes écoles spécialisées GES qui rassemble déjà 6 établissements d'enseignement supérieur en région parisienne. Traverser la Loire à Amboise en toute sécurité quand on est cycliste. Cela pourrait bientôt être le cas. Après avoir plusieurs fois évoqué la création d'une passerelle, la mairie privilégierait un pont à encorbellement, autrement dit une structure accrochée au pont existant. Cela permettrait également de fluidifier le trafic, surtout en été. Les études sont en tout cas lancées et le maire souhaite que cet aménagement soit réalisé avant la fin de son mandat. Explication Florent Carrière. Un cycliste est derrière lui, des voitures roulant au pas, sans réelle possibilité de doubler.
Image habituelle sur le pont du Général Leclerc à Amboise, seul passage de la commune-centre entre les deux rives de la Loire. Alors le projet d'une nouvelle passerelle pour Mottedou est accueilli ici avec enthousiasme. Ça serait un bien, surtout l'été, quand il y a beaucoup de circulation, hein, c'est dangereux. Voilà, c'est tout, je pense. Moi je suis pour. Pas spécialement, mais bon, pas comme moi. Les enfants surtout qui vont au lycée, parce qu'il y a quand même beaucoup de voitures. La traversée, elle est dangereuse ou pas? Ah oui, oui, surtout l'autre côté là. La traversée de la Loire pour Mottedou, un sujet des dernières municipales. Le maire Christian Guyon voulait une nouvelle passerelle. Son opposant, une passerelle par encorbellement, comme ici à côté d'Orléans. Projet désormais privilégié par Christian Guyon, notamment pour des raisons de coût. 10 millions dans le cadre d'une nouvelle structure, 3 millions dans le cadre d'un encorbellement. Les études vont débuter. Il faut qu'on prenne en compte la présence de réseaux, le dévoiement de réseaux, faire les études de béton aussi de l'ouvrage, savoir comment on peut raccrocher un ouvrage sur le pont existant. Étudier également la possibilité de déplacer les voies de circulation. Un seul côté serait alors partagé entre piétons et cyclistes. Mais là encore, le maire privilégie l'encorbellement. À ce stade, la face amont du pont est évoquée pour accueillir la nouvelle structure, mais la traversée de l'île d'Or posera quelques questions. On est en site classé sur l'île d'Or, on est en périmètre de secteur sauvegardé sur Amboise à cet endroit-là, et on est dans le périmètre UNESCO. Donc il y aura tout un certain nombre d'études à fournir, notamment à l'architecte des bâtiments de France et aux différents services responsables de ces questions, pour leur apporter la preuve et leur montrer un peu l'aspect esthétique et comment ces ouvrages s'inscrivent au mieux dans le contexte local. L'architecte des bâtiments de France devra donc donner son aval. Le conseil départemental également, puisque propriétaire du pont. Une solution doit en tout cas voir le jour d'ici à 2020. Philippe Briand se dit soulagé à l'issue de son audition hier à Paris. Le député maire de Saint-Cyr-sur-Loire faisait partie des personnalités entendues par les enquêteurs sur l'affaire des fausses factures de la présidentielle 2012. Philippe Briand, mis en examen dans l'affaire Big Malion, a fait l'objet d'un réquisitoire supplétif à cause d'une nouvelle ligne budgétaire portant sur 13,5 millions d'euros. À nos confrères de la Nouvelle République, l'ancien trésorier de campagne de Nicolas Sarkozy parle d'une bonne audition et ajoute qu'il ne se sent pas concerné par tout cela. L'élu tourangeau reprenait ce matin ses dossiers locaux et ses activités à l'Assemblée avec sérénité. Sarcelles, cormorans, canards, colverts, la Touraine regorge d'oiseaux d'eau en tout genre. Difficile cependant de savoir combien ils sont véritablement et où ils se cachent. C'est pourquoi tous les ans, chaque deuxième week-end de janvier, des bénévoles de la LPO se donnent rendez-vous pour les compter. Un recensement international dont le but est de surveiller l'évolution de ces populations de migrateurs et notamment les espèces en voie de disparition. Reportage de Romain Delville sur les bords de Loire à Saint-Pierre-des-Corps. Quesaco, le comptage wetland ou terrain humide. C'est un comptage international des oiseaux d'eau hivernants qui a lieu simultanément sur toute la planète. Julien Présent fait partie de la quarantaine de personnes qui comptent en Indre-et-Loire les canards, les cygnes, les hérons, les oies, les bécassines, les chevaliers, etc. Des données qui sont ensuite transmises à une coordination internationale. La Loire et les plans d'eau d'Indre-et-Loire, évidemment à l'échelle européenne et mondiale, représentent très peu de choses, mais on a quand même des sites très importants pour les oiseaux. La preuve, c'est que chaque hiver, quand même, on compte plus de 20 000 oiseaux d'eau en Indre-et-Loire à chaque fois à l'occasion de ce comptage. Tous les cours d'eau du département sont étudiés sur 2 jours, un très grand nombre de plans d'eau. L'objectif est d'évaluer et surveiller l'évolution des populations d'oiseaux. Et depuis 40 ans que la Société ornithologique et la LPO de Touraine font le comptage de janvier, certaines espèces ne répondent plus à l'appel dans notre région. Ce qu'on note bien, c'est le recul des espèces les plus nordiques qui restent plus au nord, qui descendent plus jusqu'à chez nous, simplement parce que les hivers sont moins froids en moyenne. Donc c'est vrai qu'il y a 20-30 ans, on voyait des espèces comme les harles ou les garrots, qui sont des canards du Grand Nord, qui venaient en hiver jusqu'ici, qu'on observait sur la Loire et qui là sont devenus très très rares. Cette année, une attention particulière est portée sur le canard plongeur Fuligule milouin à cause d'une diminution très forte qui tend vers l'extinction, en particulier chez les femelles.
C'est officiel, le Centre dramatique régional de Tours, installé au théâtre Olympia, va devenir Centre dramatique national courant 2016. La ministre de la Culture, Fleur Pellerin, l'avait annoncé à la fin de l'année 2015. Et cette labellisation sera accompagnée par les collectivités locales et par l'État, qui devrait augmenter ses subventions. On écoute Jacques Vincé, qui dirige le Centre dramatique régional de Tours depuis janvier 2014. Il n'y a rien qui était impossible qu'on puisse faire maintenant. Parce qu'en fait, même si nous n'avions pas le nom, nous remplissions toutes les missions d'un centre dramatique national. Donc c'est plus une inscription symbolique et un encouragement à renforcer et à prolonger l'action qu'on mène depuis 2 ans. Les Remparts ont mis le feu à la patinoire hier soir en s'imposant 8-5 face à La Roche-sur-Yon. Malgré un début de match difficile et quelques frayeurs en fin de partie, le Finlandais Vepsalainen et le Russe Mikhailov ont été les grands artisans offensifs de cette victoire explosive. Les Tourangeaux sont ainsi quasiment assurés de ne pas finir à l'une des 2 dernières places et rien n'est encore perdu pour une place en play-off. Jouer comme les grands, mais surtout avec les grands, c'est le rêve de bon nombre d'enfants quand ils commencent à jouer au foot. Aujourd'hui, le rêve est devenu réalité pour certains d'entre eux, puisque le TFC, à l'initiative de Pascal Béringuet, organisait une tournée auprès des clubs amateurs du département. Objectif également, susciter de l'engouement pour le club tourangeau, car le stade a du mal à se remplir les soirs de match. Cet après-midi, ce sont les jeunes de l'Union sportive de Saint-Pierre-des-Corps qui ont eu le plaisir et le privilège d'échanger quelques ballons avec le défenseur du TFC Samuel Bourg et le milieu de terrain Baptiste Santamaria. Sur le terrain, Aurélie Renaud. Vous savez ce que c'est le Tour FC? Oui. Bah oui. C'est quoi? Pas vraiment, non. Je préfère le FC Barcelone. Chez les plus petits, la culture TFC n'est pas tout à fait au point, ou presque. Andy Delors, il est parti à quand? Mais sur les terrains d'entraînement de Saint-Pierre-des-Corps, certains les ont bel et bien reconnus. Baptiste Santamaria et Samuel Bourg, 2 pros du Tour FC. Est-ce que c'est difficile de jouer à Tours? Je pense que c'est difficile de jouer partout. Après, plus difficile que dans un autre club, je pense pas. Pour les jeunes joueurs, des photos, des sourires, des autographes, mais surtout quelques balles échangées avec le milieu de terrain et le défenseur professionnel. Ils sont infatigables là. Alors J'en peux plus. Je suis mort, ils sont en pleine forme. C'est plus dur qu'à la Vallée du Cher? Presque. La Vallée du Cher, un stade qui pouvait accueillir facilement 15 000 spectateurs il y a 10 ans. Aujourd'hui, les joueurs du TFC sont encouragés par un peu moins de 5 000 personnes les soirs de match. Alors pour raviver la flamme footballistique, ce sont les pros qui viennent voir les amateurs. Si contre Ajaccio le prochain match, il y a 20 gamins qui viennent d'eux-mêmes qui ne sont jamais venus. L'opération est réussie. Mais elle est déjà réussie quand je vois le sourire des visages des gamins qui ont été surpris de voir des joueurs pros. Moi, je me souviens que quand j'étais dans mon club, j'étais aussi content qu'il y ait des joueurs pros qui viennent du Mans. Et vous, si vous deviez passer quelques heures avec un très grand joueur, ce serait qui? Je dirais Messi, forcément. C'est le meilleur, donc ce serait Lionel Messi aussi. Pour le bonheur des plus petits, les pros du TFC sillonneront les clubs amateurs de l'Agglo jusqu'à la fin de saison. Souhaitons-leur qu'un jour, leur idole Lionel Messi en fasse autant à la Vallée du Cher. Il s'agit d'une initiative inédite en Touraine, l'opération Le Grand Repas. Demain, plus de 30 000 repas seront servis à des collégiens, des salariés d'entreprise et des seniors dans tout le département. Un menu unique qui met à l'honneur les produits locaux de la Touraine. Pour nous en parler dans un instant, Emmanuel Hervé, président de l'association Tours, Cité internationale de la gastronomie en Val-de-Loire. Il est notre invité ce soir, restez avec nous, à tout de suite.